Hey, salut tout le monde, c'est Chloé Bruyère et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Ma Maison Ibiza. On se retrouve après 2 semaines d'absence. Je suis allée une semaine à Paris pour gérer des affaires familiales. Et à mon retour, j'avais 5 rendez-vous notaires pour des actes de vente à organiser, à signer. Donc, j'étais pas très disponible pour faire des vidéos. On se retrouve aujourd'hui en pleine forme, disponible, et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors comme le sujet de cette vidéo est un peu plus intimiste que les autres, j'ai décidé de la faire assise, proche caméra, comme ça il y a un peu plus de connexion. Par contre je suis désolée pour les lunettes de soleil, c'est qu'il fait un soleil de fou et j'ai un mur blanc devant. Donc c'est soit je fais la grimace et j'ai pas de lunettes de soleil, soit j'ai les lunettes de soleil et je souris. Donc dans cette vidéo, vous l'aurez vu au titre, je vais vous raconter les 3 histoires les plus insolites qui me sont arrivées au cours de ma carrière d'agent immobilier à Ibiza. Alors j'ai un peu teasé déjà sur mon compte Instagram pour ceux qui me suivent, @mamaisonibiza, les 3 histoires insolites. Donc la première s'appelle le Gentleman Mythoman, la deuxième c'est l'arnaque à la commission et la troisième c'est la vente impossible. Je vais les faire dans le désordre, comme ça on garde la meilleure pour la fin. Donc je vais commencer par la deuxième, par l'arnaque à la commission. Déjà, dans toutes ces histoires, je ne vais pas donner ni de nom, ni de date, ni d'endroit, ni de nationalité, bien entendu pour éviter que les personnes soient reconnues. Donc cette arnaque à la commission, il s'est passé que ici à Ibiza, tout n'est pas aussi cadré qu'en France par exemple. Donc beaucoup d'agences travaillent sans mandat, c'est-à-dire que bon, ils travaillent à la parole, à l'accord verbal. Le propriétaire va leur dire ah je veux vendre mon appartement, viens voir et tout ça. On va le voir, on prend des photos et souvent il y a beaucoup d'agences qui font pas de mandat. Ils font les photos, ils mettent sur le site et ça se fait comme ça verbalement. Le problème avec ça c'est que du coup c'est pas carré, c'est pas cadré. Et la commission n'apparaît nulle part jusqu'à la fin du processus. Alors souvent les agences pour se protéger de ça, au moment du compromis de vente, donc qui s'appelle ARAS, mentionnent leur commission qui est bien souvent de 5% plus TVA à la fin du contrat et qui est donc due à l'agence bien écrit dessus pour se protéger du coup au moment où il y a un client et être sûr d'avoir leur commission. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire de l'arnaque à la commission? C'est passé que c'était une vente en collaboration avec une autre agence qui, dans ce cas, n'avait pas de mandat. On avait préparé, j'avais même préparé moi-même le compromis de vente, tout bien, en mettant bien la commission à la fin. Tout était carré. Et en fait, la cliente a fait passer ce compromis de vente à son avocate. L'avocate, normalement, elle a juste pour vérifier que tout est carré dans le contrat. Sauf que l'avocate avait enlevé cette clause. Elle avait complètement changé le contrat en enlevant la dernière clause de la commission du contrat. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on s'en est rendu compte trop tard, parce que c'était une avocate, donc on faisait confiance et tout ça. Et on s'en est rendu compte trop tard. On s'en est rendu compte juste avant d'aller chez le notaire. Et la cliente a appelé donc l'autre agence qui s'occupait d'elle pour demander combien était la commission. Et c'est là que notre agence lui a dit que la commission était de 5% plus TVA, que c'était écrit dans le compromis. Et c'est là que la cliente lui a répondu bah non, justement, c'est pas écrit dans le compromis qu'on a signé, mon avocate vient de me le dire. Et donc, le fait de n'avoir ni mandat, ni compromis sur lequel il y avait la commission, techniquement, la cliente était dans son droit de payer ce qu'elle voulait, au lieu des 5% plus TVA. Ça, après, ça reste que des suppositions, mais on pense que c'est l'avocate qui lui a demandé s'il y avait un mandat, et qu'il n'y avait pas de mandat, elle lui a conseillé elle lui a fait enlever cette clause pour qu'elle puisse ensuite négocier la commission d'agence. Donc voilà, il y a des avocats peu scrupuleux. Au final, on s'en est sorti avec juste quelques milliers d'euros en moins. Mais ça aurait pu être pire, honnêtement. Donc on reste content de la solution. On a négocié un petit peu, mais pas trop. Donc ça va.
s'en est bien sorti finalement et tout le monde était content. L'acheteur a pu acheter son appartement, la vendeuse a pu le vendre et on s'en est sorti comme ça. Mais comme quoi chaque erreur est une leçon. Maintenant, on vérifie bien. Moi, je fais toujours de toute façon les mandats de vente. Je fais toujours signer avec la commission, avec le prix de vente et tout ça. Mais maintenant, même si c'est avec d'autres agents, je vérifie toujours qu'au moins sur le compromis, la commission soit mentionnée. Et je pense que l'autre agence aussi a appris de cette histoire-là. Donc voilà pour la première histoire. C'est une petite histoire, bon, ça nous a fait du tort sur le moment, maintenant on en parle ensemble, on en rigole. Ensuite la deuxième histoire, c'est la vente impossible. Alors cette vente, qu'est-ce qui s'est passé? Alors sur cette vente, il y a eu plusieurs erreurs de commises. C'est-à-dire que le client acheteur nous avait dit qu'il avait un accord de la banque pour un crédit. Donc on lui a fait signer le compromis pour qu'il ait ensuite le temps d'obtenir son crédit avant d'aller chez le notaire. Ce qui s'est passé, c'est que c'était pas tout à fait vrai. Il n'avait pas encore eu l'accord de la banque. Donc il s'est retrouvé dans une situation à devoir mettre de la pression à la banque, à tout ça, pour l'obtention de son crédit. Il a finalement trouvé une banque qui avait accepté son crédit dans les temps voulus, au montant voulu, au taux d'intérêt voulu. Sauf que 2 jours avant la signature de l'acte de vente, la banque s'est rétractée. La banque a dit non, finalement on ne lui prête pas l'argent, vous pouvez pas signer. Et on s'est retrouvé comme ça, complètement bloqué. Il se trouvait que le vendeur en plus devait acheter quelque chose d'autre. Donc on s'est retrouvé un peu dans une situation délicate. Tout le monde a quand même accepté de donner un mois de plus à l'acheteur pour trouver un nouveau crédit. Ce qu'il a fait, il a réussi à trouver au dernier moment, encore une fois, un nouveau crédit aux bonnes conditions, au bon taux, qui est accepté, qui cette fois s'est bien signé. Mais encore une fois, la veille du rendez-vous chez le notaire, du coup le vendeur n'était pas disponible, il avait dû faire une procuration à une personne tierce. Et le notaire nous a affirmé que la procuration n'était pas valide. C'était chez ce même notaire que ça avait été fait, et donc ce notaire nous affirme que cette procuration n'est pas valide pour une vente, mais pour un achat. Au final, bon, ça s'est encore réglé. Ensuite, la galère suivante avec cette vente, ça a été les paiements. Les chèques ont été faits avec une erreur de seulement quelques dizaines de milliers d'euros. Ça, on s'en est rendu compte chez le notaire. Tout le monde était prêt à signer. Et je sais pas, au détour d'une conversation entre le banquier et l'acheteur, j'ai entendu une histoire de ces quelques dizaines de milliers d'euros. Et je me suis dit, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas dans ce que j'entends. Et il était en train de montrer un papier avec tous ses calculs, donc pour les chèques, avec le montant du compromis et tout ça. Et je lui ai dit, est-ce que je peux voir ce calcul, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir ce calcul? Je veux vérifier une chose. Et je vois ce calcul et effectivement, il avait compté comme quoi l'acheteur avait donné quelques dizaines de milliers d'euros en plus de dépôt de garantie lors du compromis, ce qui n'était absolument pas le cas. Même l'acheteur a confirmé que c'était pas le cas. Lui, il s'était juste pas préoccupé parce qu'il faisait confiance à la fois à son banquier, au notaire, parce que le notaire était aussi ok pour signer comme ça. Donc il faisait entièrement confiance au notaire, au banquier, tout ça. Donc lui, il signait juste ce qu'on lui donnait. Donc il s'en était pas du tout rendu compte. Et donc c'est moi qui ai fait relever cette erreur. Je leur ai dit. Et finalement, on était chez le notaire et tout ça. Le banquier a dû partir, aller à la banque à 15 minutes de là, faire annuler les chèques de banque qui étaient existants, refaire faire un nouveau chèque de banque avec le bon montant et revenir. Il a mis à peu près 1 heure à faire l'aller-retour. Heureusement, tout le monde a bien voulu attendre et la vente a pu se faire pas dans les meilleures conditions du coup, mais elle a pu se faire et tout le monde est content. Mais voilà, comme quoi,
Surtout si vous êtes étranger, on peut se dire oui mais je suis accompagné par mon banquier déjà, je suis accompagné par le notaire déjà, le notaire c'est son travail de tout vérifier. Non, vraiment non. Faites-vous accompagner par quelqu'un qui est là pour vous suivre votre dossier, parce que sinon les erreurs c'est très vite arrivé à la fois côté notaire et côté banque et côté agent immobilier. Vaut mieux toujours avoir une personne qui vous accompagne vous et qui sait ce qu'elle fait et qui sait comment ça fonctionne. Donc voilà pour la deuxième histoire. Et enfin, la troisième histoire, la meilleure pour la fin, le gentleman mythomane. Cette histoire, elle commence à dater honnêtement. Donc j'ai plus tous les détails en tête. Mais en fait, en gros, c'était une personne qui m'avait contacté pour acheter une maison avec un budget de 1,5 million. Donc 1 500 000 euros. Et cette personne avait fait des visites, je la voyais régulièrement. On était même allés au restaurant ensemble parce qu'il voulait m'inviter avec ses amis et tout ça pour me montrer que voilà, qu'il avait les moyens de s'acheter cette maison. Il m'avait même montré la carte qu'il avait eue. Il avait fait son numéro d'identification des étrangers. Il avait ouvert un compte en banque. Il avait tout fait. Et du coup, bah, cette personne, on lui a trouvé la maison de ses rêves. Il visitait avec sa copine de l'époque. Et du coup, les deux étaient tombés complètement amoureux de cette maison. Ils voulaient absolument l'acheter. Ils m'ont dit, bah, vas-y, on fait un contrat, on l'achète, c'est bon. Et au moment de faire le compromis, il a demandé quand même à passer directement chez le notaire. A priori, il avait l'argent et il pouvait aller directement chez le notaire. C'est des choses qui peuvent arriver ici. Hein. Ici, il y a des gens qui vont directement chez le notaire quand tout est carré, quand tout est bon. Ça peut se faire. Donc ça nous a pas surpris plus que ça. Et du coup, on a pris le rendez-vous, on a prévenu le vendeur était ok, on a prévenu le notaire était ok. Vient le jour du rendez-vous, on se dirige tous vers le bureau du notaire. Et en chemin, je reçois un appel de donc, ce fameux acheteur qui me dit je suis avec le directeur de la banque, il veut pas encore débloquer l'argent, je sais plus quelle excuse il avait trouvé, mais en gros bah il pouvait pas acheter. Et il m'a dit mais c'est pas grave, on fait finalement le compromis, je paye les 10% au moment du compromis, je reviens dans un mois, on signe la vente et c'est réglé. Pendant ce temps, il me parlait de meubles, je sais qu'il avait commandé des meubles dans des boutiques en disant qu'il paierait au moment de la réception. Il me parlait d'acheter une voiture, de trouver un garage. J'ai aucun moyen de vraiment vérifier la solvabilité d'un client. Il peut me raconter ce qu'il veut, j'ai aucun moyen de le savoir. Donc, je faisais confiance, entre guillemets. Jusqu'à ce jour où je lui prépare le compromis, il le signe, et au moment de faire le paiement de 10%, je sais pas, ça arrivait pas, il mettait du temps, ça arrivait pas. Et il m'envoie une preuve de paiement, mais qui était vraiment... Ça ressemblait pas du tout à une preuve de paiement d'aujourd'hui, ça ressemblait à une preuve de paiement des années 90 à la limite, mais pas du tout à une preuve de paiement d'aujourd'hui. Et en plus, je le regarde vraiment en détail, la preuve de paiement, et je vois qu'il y a du Tipex sur les dates, sur les montants. Et il m'a envoyé ça comme preuve de paiement de ce dépôt de garantie pour le compromis. À partir de là, moi je lui ai dit on ne peut pas accepter ça, c'est un faux document, vous n'allez pas acheter la maison. C'est pas possible comme ça, on peut pas mentir comme ça. Et de là, il nous a jamais répondu, il a complètement disparu de la circulation. On n'a plus jamais eu de nouvelles. Et en fait, si on a eu des nouvelles à travers de connaissances qui vivaient proche de chez lui. Et a priori, c'était un coup qu'il faisait à chaque fois qu'il avait une nouvelle copine, de faire semblant d'acheter une méga villa pour impressionner la copine. C'était sa façon de faire, c'était en fait un mythomane complet. A priori, hein, moi, d'après ce qu'on m'a raconté.
Il avait arnaqué plusieurs personnes. Il avait déjà fait ce coup en disant qu'il devait vendre quelque chose ailleurs et qu'il pouvait acheter et tout ça. Les mêmes histoires, il les avait faites 3, 4, 5 fois à 3, 4, 5 copines différentes. Donc voilà, c'était c'était vraiment une histoire un peu à dormir debout. Au final, bon, ça s'est bien passé. À part du temps, personne n'a rien perdu. J'ai envie de dire, personne n'a perdu d'argent dans cette histoire. Il ne nous a pas arnaqué financièrement. Il nous a juste fait perdre énormément de temps. Le vendeur aussi, il lui a fait perdre énormément de temps. Mais voilà, le plus important, c'est qu'il ait fait perdre de l'argent à personne. Tous les meubles qu'il avait commandés, il les a jamais payés, bien sûr, il les a jamais reçus. Mais bon, les magasins c'est pareil, ils n'ont pas perdu d'argent dans cette histoire. Donc voilà, c'est le plus important et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut en parler et en rigoler et le prendre avec humour. Donc voilà pour les 3 histoires les plus insolites de ma carrière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à me suivre sur Instagram @mamaisonibiza pour avoir comme cette semaine des teasers sur les prochaines vidéos, ainsi que d'autres informations sur l'immobilier à Ibiza, des petites vidéos aussi sur Ibiza. Et pour ceux qui ont un projet d'investissement immobilier à Ibiza, n'hésitez surtout pas à me contacter, je vous mets un formulaire dans la description pour obtenir un rendez-vous avec moi pour mettre au point votre projet et voir sa faisabilité ensemble.